Bonjour, soyez les bienvenus sous le soleil dans la vallée du Lot, une vallée pour laquelle, vous le savez, j'ai un petit coup de cœur. C'est une rivière, car c'en est une, qui prend sa source en altitude et puis qui traverse plusieurs régions, plusieurs départements. Nous, on va aller à travers le Lot, qui lui a donné son nom, le Lot-et-Garonne, l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Et ici, très exactement, le Lot rencontre et absorbe un de ses très nombreux affluents, c'est la Truyère, au débit un peu plus nerveux. Nous sommes très exactement à Entraigues, dont le nom, soit dit en passant, signifie entre les eaux. Alors le Lot, c'est un parcours quand même de 485 km avant qu'il aille faire la cour à la Garonne, et un parcours pas toujours calme, hein, quelquefois tumultueux, sinueux, qui traverse une nature montagneuse, volcanique ou plus paisible, et qui accroche sur son parcours de très jolis villages, quelques-uns parmi les plus beaux de France, des châteaux, des abbayes, une douceur et une qualité de vivre, et aussi de bien boire et de bien manger. Vous me connaissez. Un reportage de Janine Vieillevoix, Jean Ponsard et Philippe Dehalleux. L'histoire du village de Saint-Santin-de-Mort est une histoire de village unique en France. Sa double identité se distingue entre deux communes rivales se partageant le même territoire. Cette dualité, cette ubiquité se retrouve même maintenant où nous avons deux maires. Un maire pour Saint-Santin-de-Mort dans le Cantal et un maire pour l'Aveyron, Saint-Santin d'Aveyron. Sachant que tous les deux, évidemment, ne sont pas du même bord politique. Nous avons deux quotidiens, La Montagne et La Dépêche. Nous avons deux boîtes aux lettres, une dans le Cantal et l'autre dans l'Aveyron. Et c'est en 1932 que l'électricité a été installée sur la partie auvergnate de Saint-Santin. Et pendant 10 ans, ça a été une rivalité entre le Cantal, qui était éclairé par l'électricité, et l'Aveyron, qui s'éclairait à la bougie. La seule habitation qui a pu bénéficier de l'électricité est la maison qui se trouve entre les deux églises, parce que elle est traversée de part en part par la limite départementale. Une partie de la maison se trouve dans le Cantal et l'autre dans l'Aveyron. Donc l'électricité a été installée dans la cuisine, je crois. Nous partons pour Chaudes-Aigues, dans le Cantal. Ancienne station thermale réputée depuis l'Antiquité, qui détient la source naturellement la plus chaude d'Europe, avec ses 82 degrés centigrades. Ici, l'eau bouillante est partout. Elle est encore aujourd'hui utilisée par quelques habitants du quartier pour leur usage quotidien. Ici, au pied du château du Caufour et en contrebas de Chaudes-Aigues, l'émotion n'est pas moléculaire, mais culinaire. Serge Girard, vous voyez ça? Bocuse d'or, ça veut dire meilleur cuisinier du monde, champion du monde des cuisiniers. C'était en 2005, vous étiez un gamin, on peut le dire. Oui, effectivement, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que depuis, vous avez un peu chargé la hotte avec 2 macarons Michelin, et vous avez investi ce château de quoi? De Caufour, c'est comme ça? Le château du Caufour, oui, c'est le domaine qui s'appelle comme ça. Ouais. Et c'est une ancienne ferme fortifiée du XVIe siècle et une partie du XIVe. Et puis, vous aimez mélanger les genres, vous. Exactement. L'ancien, le nouveau, on le retrouve déjà dans l'architecture. Oui. On voulait créer quelque chose à notre image, un peu moderne, un peu dynamique. On a des démarches écologiques dans tout notre fonctionnement. Pas de climatisation dans l'établissement et pourtant il fait frais, on a un toit végétal. Bon, on parle d'architecture, on parle de matière et de matériaux, mais on parle de produits aussi, et toute cette philosophie se retrouve dans l'assiette. Exactement, on a un rayon de fournisseurs qui est aux alentours de 125 km autour du restaurant. On est surtout orienté un peu la vallée du Lot, on a le Cantal qui est producteur de pas mal de choses qui nous intéressent aussi, les fromages, les viandes, les charcuteries. Alors aujourd'hui, autre chose. Donc on a des huîtres Gilardeau. L'huître Gilardeau, en plus, elle est bien spécifique puisque maintenant elle la marque, voilà, pour bien l'identifier et qu'il n'y ait pas de contrefaçon. On va le travailler avec des asperges vertes de l'Hérault, pas très loin, un peu de pickles de fenouil, et puis beaucoup de salades et d'herbes qu'on va ramasser nous-mêmes. Donc voilà, on va dresser une assiette qui sera très florale, très printanière, et c'est le début de la saison, donc ça tombe bien. Alors ce soir on va faire un accord avec un nouveau plat, donc l'huître Gilardeau numéro 2, et donc on pourrait goûter avec un vin peut-être de Gilles Monnier, vin de Pays du Cantal,
Ou sinon, après, voilà, qu'est-ce que vous C'est pouvez vrai nous que pour proposer? la proximité, ça peut être sympa, faire découvrir les vins du Cantal. Après, moi, j'aime les vins de Chablis. C'est vrai que la minéralité, ça ressort bien avec l'iode qui est apporté par l'huître. Et si on veut quelque chose de plus généreux, plus flatteur, aller sur Condrieu, où là, on aura les vionniers plus exubérants, plus fruités, qui vont très bien s'accompagner avec l'asperge. Voilà. Après, on peut goûter, si on veut, avec le Condrieu. Mais c'est déjà très bon. Moi, j'aime bien cet accord, c'est sympa. Situé au cœur de l'Aubrac, Saint-Urcise, cet ancien bourg médiéval se caractérise par ses maisons au toit de lauze. Son église romane du XIIe siècle possède dans son clocher l'une des plus anciennes cloches de France. C'est aussi une station de sport d'hiver conviviale et familiale. Le château de la Baume en Lozère s'inscrit dans une région appréciée pour son isolement et l'authenticité de ses paysages. À l'origine, c'était une forteresse. L'entrée s'ouvre sur un château à angle droit avec de grosses tours en relief. Un bâtiment de ferme, une forge et une écurie pouvant contenir une centaine de chevaux. C'était véritablement un corps de garde. Le château a conservé une grande partie de son décor d'origine, auquel se sont ajoutés ceux des familles qui s'y sont succédées. Ce château a connu 3 périodes importantes. La construction, au milieu du XVIIe, par Marguerite de Soulages, qui était la fille d'une seigneurie importante, qui habitait ici et qui a initié la construction du vieux château. Son fils, César de Groslay, est devenu quelqu'un d'extrêmement important dans la région et il a voulu construire un château moins modeste que celui de ses parents. C'est pourquoi il a érigé la grande façade sud qui a valu à ce château le surnom dans la région de Versailles du Gévaudan. La propriété a été vendue au milieu du XIXe siècle au sénateur Mérand de l'Aveyron et ce sont ses descendants, la famille de Lascazes, qui en assurent la conservation et les visites. La famille actuelle descend d'Emmanuel de Lascazes, qui a été le compagnon de Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène. Il a pu écrire sous la dictée de Napoléon le mémorial de Sainte-Hélène, qui est une des origines de la légende napoléonienne. Et à l'intérieur du château, on peut voir également un certain nombre de souvenirs de famille qui viennent de cette époque-là. Classé monument historique, le château a traversé le temps grâce à un ingénieux système de ventilation. Tout le mobilier et la décoration, dorures et fresques en trompe-l'œil, sont restés intacts. Il en est de même pour la chapelle palatine. Autre adresse incontournable en Lozère, le parc à loups du Gévaudan, à moins de 30 minutes du château de la Baume. C'est Gérard Ménatori, journaliste au Midi Libre, qui le crée en 1985 dans un souci de réhabilitation de l'animal auprès du public, c'est-à-dire dans le but de l'apprécier et l'accepter en liberté sur d'autres territoires nationaux. Sylvain Maquis a la plus grande expérience des loups nés en captivité en France. Passionné par l'animal, il y consacre une partie de sa vie. Il les étudie en milieu naturel en partant sur leurs traces dans l'hémisphère nord depuis 30 ans. En revanche, peut-on communiquer avec eux? Ils sont familiers parce qu'ils ont l'habitude de voir 70 000 visiteurs par an et nous-mêmes, ils ont l'habitude de nous voir au quotidien. Ils peuvent vous accepter ensuite comme invités sur leur territoire réduit, mais il n'y a pas un contact physique réel. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas dans leur monde. En tout cas, je ne peux pas utiliser mes mains. Ils n'utilisent pas leurs pattes. Donc, quand il y a un contact proche entre eux, ils se frottent l'un contre l'autre, ils se lèchent, mais ils n'utilisent pas leurs pattes. Quand ils le font, c'est parce qu'ils cherchent à dominer, à terrasser.
Quant à l'affaire de la bête du Gévaudan, vieille de 250 ans, il n'a jamais été prouvé qu'il s'agissait d'un loup. Aujourd'hui, doit-on craindre le loup? Pendant très longtemps, suivant les civilisations, les mythologies, le loup était tantôt haï, tantôt adoré. Il n'a jamais laissé indifférent. En fait, pour le loup, les animaux qui vont prédater ne sont que des quadrupèdes. Et notre opposition bipède n'existe pas dans leur tableau de chasse. Alors si je dois signaler une situation où il pourrait être dangereux pour l'homme et où il l'a été, ce serait dans le cas de figure où il serait malade de la rage. Les loups présents ici sur une vingtaine d'hectares vivent en semi-liberté et n'ont jamais été sauvages. Ils sont nés en captivité en provenance de divers parcs zoologiques ou descendants des loups de Mongolie sauvés par la Fondation Brigitte Bardot. Ainsi, le visiteur peut mieux observer leur comportement, mieux le comprendre grâce aux visites guidées. Dans cette nature intacte, paît au grand air pur une race de vaches célèbre, l'aubrac. En randonnée ou en pèlerinage, au printemps ou en été, il faut faire une halte au Buron de Borne situé à plus de 1000 mètres d'altitude et découvrir les plaisirs de bouche, la gastronomie connue et reconnue, l'aligot. Les moines de l'Aubrac le servaient aux pèlerins qui traversaient le massif pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Plat emblématique composé d'un mélange de purée de pommes de terre, de tomes fraîches, de beurre ou de crème fraîche, ail, sel, poivre, étiré, fait filer, c'est prêt. Ouais, ça marche. Bon appétit. Merci. Estaing est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pont gothique qui enjambe le Lot est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En le traversant, on peut admirer une croix en fer forgé, symbole de l'Aveyron. Le château est classé monument historique et a été racheté par l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Montarnal est le plus petit hameau blotti dans un méandre du Lot, situé sur une des voies secondaires du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est l'un des premiers villages médiévaux de la région qui s'est constitué naturellement autour de son château, classé monument historique. Le donjon et la salle seigneuriale datent du XIVe siècle. Cet ensemble divisé au cours du temps entre plusieurs propriétaires a été réunifié et restauré. Le village ne compte plus aujourd'hui que 3 habitants permanents, la plupart des maisons étant des résidences secondaires. Et toujours dans l'Aveyron, direction Conques, classé parmi les plus beaux villages de France et une étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui lui a valu d'ailleurs le classement au patrimoine mondial de l'humanité. Le guide du pèlerin, un manuscrit du XIIe siècle, évoque les bienfaits de sa sainte patronne, Sainte Foy. L'église abbatiale et les sculptures du porche sont une référence en matière d'architecture romane. L'édifice surprend par son élévation intérieure. Commandé par le ministère de la Culture et inauguré en 1994, les vitraux sont l'œuvre de Pierre Soulages, peintre contemporain de notoriété internationale. Né à Rodez, à proximité de Conques, qui fut en réalité le lieu de ses premières émotions artistiques. Il fera de nombreux essais pour obtenir un verre translucide et non transparent, traversé par la lumière, mais opaque au regard. Conques présente l'un des 5 grands trésors européens en matière d'orfèvrerie médiévale et le seul en France qui regroupe autant d'objets du haut Moyen-Âge. L'ensemble des reliquaires rappelle l'importance de la dévotion aux reliques à cette époque. En route pour une spécialité de la vallée du Lot, chez Marie à Grand Vabre, dans l'Aveyron. Voici le stockfish que nous recevons de Norvège. Il arrive sec comme un bout de bois. Nous le mettons à tremper 1 semaine et il redevient un poisson avec une consistance beaucoup plus jolie. Et donc après, nous faisons notre courbouillon et nous faisons cuire notre poisson dedans. À notre pomme de terre, on rajoute les miettes de stockfish. On va mettre
l'huile qui va venir griller la persillade avec le sel et le poivre. On assaisonne. C'est un plat qui nous fait vivre essentiellement toute la période creuse, donc sans vacances scolaires ou autres, de la période d'octobre jusqu'à avril, voilà, à Pâques. Voilà, c'est ce qu'il faut entendre quand on fait l'estoffinade chez nous. On mélange tout et la petite touche finale, c'est l'huile de noix. Voilà. Bon appétit. C'est un plat qui est très ancien, donc il m'a été transmis par ma maman par sa maman, puisque c'est une affaire de famille qui a 3 générations dans les murs. Voilà. Mon ami, remplis dans nos assiettes, tous les deux, Sophie, allons faire la fête. Figurez-vous que cette morue qui est pêchée et séchée au vent du Nord, au nord de la Norvège, eh bien, été emportée par les bateaux jusqu'à Bordeaux, n'est-ce pas, sous forme de fagots. C'est un mets qui est extrêmement goûteux, n'est-ce pas, mais c'était à l'origine, c'était le plat des pauvres, des gabariers. Et maintenant, au prix où est le stockfish qui nous vient de Norvège, c'est devenu un plat de luxe. Et c'est une spécificité locale à laquelle nous tenons beaucoup, et à laquelle nous donnons des titres de noblesse, n'est-ce pas? Mais c'est de la noblesse du pauvre, n'est-ce pas? Le domaine de Méjanasser est situé dans le nord Aveyron, entre Conques et l'Aubrac. Traduit de l'occitan, cette halte de nuit porte le joli nom de mi-montagne. On aime que les gens qui viennent ici se sentent comme chez eux et puissent repartir avec quelque chose. Et sinon, c'est de conserver le patrimoine de la région. Nous sommes dans des bâtiments ici à patrimoine. C'est une ancienne ferme qui est gallo-romaine. Une région qui a aussi un patrimoine gastronomique. Donc on essaye d'allier tout ça avec la modernité, que ce soit au niveau de la décoration ou au niveau gustatif, en utilisant beaucoup de plantes sauvages, de fleurs et d'herbes du potager. Figeac, ville d'art et d'histoire, est située à 1 heure de Cahors, dans le département du Lot. Cité marchande au Moyen-Âge, les maisons et les palais urbains furent construits par les riches marchands. La plupart de ces demeures sont bâties en pierre et en pans de bois. Elles sont également dotées d'un grenier ouvert où l'on faisait sécher les fruits. Ceux-ci sont appelés soleillots en occitan. Depuis plus de 20 ans, la ville mène une politique de réhabilitation et de rénovation du patrimoine. Par souci d'authenticité, elle a gardé son plan et ses ruelles tortueuses. À Figeac, on honore aussi la mémoire des pharaons en rendant hommage à l'un des enfants du pays, Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes. Sa maison natale est ouverte au public sur le thème de l'Égypte ancienne et de l'histoire des écritures du monde. Les collections Champollion racontent comment, il y a plus de 5000 ans, l'écriture est apparue en plusieurs endroits du monde. On imagine difficilement se passer de ces signes tracés sur la pierre comme sur le sable, qui supplient la parole et nous relient les uns aux autres. Le musée, unique en Europe, s'ouvre sur la ville par une façade aux 1000 lettres, toutes de cuivre et de verre, créant des signes de lumière sur les sols colorés des salles d'exposition. La place des Écritures représente la pierre de Rosette, ce fragment de stèle égyptienne qui permit à Champollion de décrypter l'écriture des pharaons. On peut également la contempler depuis le jardin suspendu du musée qui domine la place.
La ville propose également des visites nocturnes sous le signe de l'insolite, entre ruelles sombres et places illuminées. De siècle en siècle, la cité n'a jamais cessé de se transformer. Monuments, quartiers, vie des habitants, chaque époque a donné à la ville un nouveau visage, et notamment sur la place des Écritures. Cette place a été réalisée en 1990, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-François Champollion, qui est né le 23 décembre 1790 dans la maison qui est juste là à l'angle, derrière l'Arche. Et à l'occasion de ce bicentenaire, la ville de Figeac a souhaité créer un nouveau monument. C'est un artiste qui a été choisi, américain, Joseph Kossuth, et donc il ne connaissait pas vraiment la ville. Alors, avant de réaliser son monument, il va venir séjourner ici. Lorsqu'il arrive à Figeac, eh bien, on est en train d'assainir cet espace, puisqu'il y avait ici des maisons. Et c'est là qu'il va avoir l'idée, au lieu de faire un monument tel qu'on peut l'entendre, de créer cet espace. Et c'est là que son œuvre, il va en faire le pavement de cette place, avec cette copie agrandie de la pierre de Rosette. C'est le même texte qui est retranscrit en 2 langues et en 3 écritures. Tournon d'Agenais, en Lot-et-Garonne. C'est le pays des Bastides et du pruneau d'Agen. C'est ici aussi que se trouve la ferme Souleil et le seul musée du foie gras de la vallée du Lot. Nous sommes éleveurs de canards et producteurs de foie gras ici sur la commune de Frespech dans la Lot-et-Garonne. C'est sur la ferme familiale qui appartenait à mes parents et mes grands-parents et on a développé cette activité déjà depuis 25 ans. C'est une tradition dans le sud-ouest et aujourd'hui donc on fait la vente des produits transformés de A à Z. On fait l'élevage sur place, on reçoit les canetons dès la naissance, on fait une alimentation avec des céréales, que des céréales tracées sans OGM, que l'on concasse nous-mêmes sur la ferme, dont une partie est issue de notre production. Et ensuite, donc, on fait le gavage. Le gavage pour faire le foie gras. À l'origine, les oies et les canards sont des oiseaux migrateurs qui font la migration de l'Afrique vers la Scandinavie. Ils font une réserve énergétique dans le foie. Le foie est un réservoir qui permet à l'oie et au canard de faire le voyage. Eh bien, les oies domestiquées et les canards domestiqués gardent ces mêmes caractéristiques de stockage d'énergie et le gavage ne fait que reprendre les capacités naturelles qu'ont ces animaux de stockage d'énergie à l'état sauvage. Et en plus, il faut que ce soit fait avec douceur, de la douceur et encore de la douceur. Et on fait donc des petits gavages aujourd'hui de 12 ou 13 jours. Et on a des foie gras qui font entre 450 grammes et 600 grammes maximum. Pour partager ce savoir-faire hérité d'une longue tradition, les visites abordent tous les aspects. Vie de la ferme et fabrication du foie gras. Ce sera aussi l'occasion de déguster un bon foie gras poêlé. Donc c'est des pommes Royal Gala du Lot-et-Garonne. Alors maintenant qu'on a coupé les pommes en tranches d'un demi-centimètre d'épaisseur, on va escaloper donc le foie gras et on va faire des petites tranches de un bon centimètre d'épaisseur. On va faire dorer donc les tranches de foie gras, les tranches de pommes. On le retourne directement comme ça. Ça y est, ça prend pas beaucoup de temps. Nous, on dit en occitan « abisto denas ». Un certain temps, ça veut dire à vue de nez. Voilà, vous avez vu, c'est bien doré. Vous voyez, le temps de flamber avec l'eau-de-vie de prune, ça sera cuit complètement. Impeccable, voilà. Tu mets une petite giclée. Voilà, comme ça. Et voilà. Ça sent bon, hein? Les grands cours d'eau, Lot et Garonne, regorgent de poissons trophées et par conséquent attirent les pêcheurs du monde entier. En matière de tourisme, la pêche familiale a aussi pleinement sa place. Bravo à nos 2 pêcheurs, François et Étienne, vainqueurs du concours de pêche au cou pour enfants de la Silurade.
Le marché de Cahors est installé place Chapoux au cœur de la ville. Il est l'un des plus typiques et des plus agréables de France. Il a été classé en 1996 parmi les marchés d'exception. L'ambiance et le charme ont été des critères déterminants. Ah, le Lot, une rivière généreuse, hein, le Lot et ses jardins de fruits, de légumes, de vignes aussi, bien sûr, ses élevages, ses fromages, enfin bref, c'est pas ici qu'on va mourir de faim, mais méfiez-vous quand même du Lot, il a ses humeurs, quelquefois capricieuses, et tous ces beaux produits de la terre, eh bien, on les retrouve sur les marchés de la vallée que nous avons traversés et dont vous connaissez l'adresse.